a été démoli. Ça veut dire qu'ils ne touchent pas seulement aux biens palestiniens directs. Ils n'ont aucun respect, même à l'Europe, qui est l'allié quelque part. Il n'y a pas de respect. L'Europe construit un centre hospitalier, construit une école, construit, je ne sais pas, un centre de loisirs, et il est détruit, il est démoli. Parce que là-bas, c'est la loi de la force. C'est le fait de la force. C'est le fait accompli. J'ai la force, je fais ce que je veux. D'après l'Union européenne, 320 000 habitants dans la vallée de Jordanie. Avant 67, c'était le nombre d'habitants palestiniens. Maintenant, il n'y a que 56 000. Ça veut dire qu'on essaie de les éloigner, de les repousser de leurs terres et de leurs maisons. Dans le même temps, en 72, de 72 à nos jours, il y avait 1200 colons. Aujourd'hui, on compte 500 000. Vous regardez bien et vous voyez bien ces chiffres, comment ils parlent. L'ONU s'interroge, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur la situation qu'aura Gaza, qu'aura aussi les autres territoires en 2020, surtout Gaza. Je vais parler de Gaza, parce que Gaza, elle est sous le blocus depuis 5 ans. On a bien agi peut-être la première année. On a bien réagi quand il avait l'attaque contre Gaza en 2009, début 2010. Mais depuis, on a la tendance d'oublier facilement, d'oublier rapidement. Sachez que c'est 5 ans maintenant. Quand je vous dis un siège, ça veut dire rien ne rentre, rien ne sort s'il n'y a pas une autorisation d'Israël ou de certains régimes à l'époque. Je ne vais pas rentrer dans la politique. Mais rien ne rentre, rien ne sort. Même le sel, même le piment, même le, je sais pas moi, le ciment, le fer pour construire. On a envoyé des choses et des fois ça rentre pas parce que on soupçonne, etc. Alors depuis 1991, la bande de Gaza subit une politique d'enfermement qui s'est transformée en 2006 en un blocus devenu presque total en 2007. Et Gaza maintenant est l'un des territoires les plus densément peuplés au monde. J'ai dit tout à l'heure le chiffre, 4279 personnes par kilomètre carré. À Gaza, on trouve 17% les habitants de Gaza sont privés de 17% de leur territoire. Ça veut dire qu'il y a 17% de territoire auxquels ils ne peuvent pas accéder. Ils ont des champs, ils ont des oliviers, ils ont des pommiers, ils ont des endroits pour pêcher. Mais malheureusement, ils ne peuvent pas s'y rendre. Je vais faire vite, au moins je termine ces quelques chiffres-là qui sont importants. 35% de leurs terres cultivables, ils sont interdits d'arriver à 35% de leurs terres cultivables. 85% de la zone maritime à laquelle ils ont en principe le droit d'y accéder. Environ 178 000 personnes, soit 12% de la population de la bande de Gaza, sont directement affectées par ces restrictions imposées par les militaires israéliens. Bien sûr, sous le blocus, 50% des personnes qui sont âgées, 50% des personnes sont sous le seuil de la pauvreté. 26% de la population active, dont 38% de jeunes, sont au chômage. 54% des habitants sont confrontés à une insécurité alimentaire et plus de 75% sont dépendants des aides. Je vais essayer de sauter quelques chiffres pour arriver à Jérusalem, qui subit le même sort. Ce n'est pas parce qu'elle est collée quelque part à Jérusalem-Est, ce n'est pas parce qu'elle est collée à Jérusalem-Ouest qu'elle a la même situation. À Jérusalem-Est, qu'on appelle Jérusalem arabe, etc., là où il y a l'esplanade de mosquées, etc., c'est pareil. On ne laisse pas les Palestiniens reconstruire leur maison. On ne laisse pas les Palestiniens construire une petite économie forte qui leur permet de vivre dignement. Je n'oublie pas de parler des Palestiniens qui vivent en Israël, qui ont la nationalité israélienne, mais qui n'ont aucun droit. Ils n'ont pas les mêmes droits que les Israéliens. Je n'oublie pas les réfugiés au Liban, les réfugiés en Jordanie. Ils ont tous besoin de vous. Bien sûr, le CBSP, c'est un acteur parmi les acteurs, mais je pense que c'est votre ambassadeur. C'est l'ambassadeur des Palestiniens en France, c'est l'ambassadeur des Français en Palestine. Nos activités, alhamdoulilah rabbil alamin, nous avons beaucoup de témoignages. Nous avons ramené avec nous des donateurs, des bénévoles qui ont vu avec leurs propres yeux les laboratoires d'université, les écoles. Et alhamdoulilah rabbil alamin, je vous appelle à les soutenir toujours.
Vous connaissez notre site cbsp.fr, vous pouvez vous y rendre. Nous avons lancé dernièrement, c'est la dernière information, Inch'Allah, et je vais m'arrêter, un site qui s'appelle Défi. Bon, je vais me rappeler tout à l'heure et je vais le donner. Un site dans lequel nous avons lancé des projets de développement qui leur permettra, Inch'Allah, de vivre dignement et de travailler et de gagner leur vie. Barakallahu fikum, salam alaykum. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bien, merci infiniment d'abord de votre patience à vous parce qu'on commence avec un peu de retard et que vous êtes très nombreux. Jazakumullah anna kulla khair. J'aimerais saluer la beauté de la lecture du Coran de notre cheikh. Jazakumullah anna kulla khair, barakallahu fik. Et remercier infiniment les deux organisations ou les co-organisateurs de cette rencontre. Le CBSP qui avait pris contact avec moi il y a très très longtemps pour pouvoir faire quelque chose et appuyer sur la question palestinienne parce qu'il faut qu'on en parle. Ils avaient pris les devants il y a plus d'une année déjà et nous avions décidé de cette date et ils ont trouvé la mosquée des Chirolles qui accueille cet événement et qui nous donne la possibilité de faire deux choses à la fois et je vais y revenir. Avant cela, j'ai suivi depuis l'Angleterre ce qui s'est passé dans votre ville, ce qui s'est passé ici, ce qui s'est passé pour ces familles, pour ces deux enfants, Kevin et Sofiane, rahmahumullah. Et il y a des choses à dire comme enseignement. Ce que j'ai entendu de là où j'étais, pour vous dire clairement les choses, c'est la dignité de ceux qui ont entouré les événements, c'est-à-dire des familles, c'est-à-dire de vous en tant que population et de la mosquée et du discours qui est sorti de cette mosquée au moment où il a fallu faire entendre une voix. Mais le problème que nous avons en France et malheureusement en Europe et malheureusement en Occident aujourd'hui, c'est que l'on entend notre voix que dans deux circonstances. Soit quand il y a une provocation, comme c'était il y a quelques semaines le cas avec Charlie Hebdo et puis la vidéo et puis les dessins, soit quand il y a de la tristesse. Chaque fois qu'on entend la voix, c'est qu'on veut que des musulmans apaisent d'autres musulmans quand on les provoque, et que des musulmans aient une voie d'apaisement quand il y a des crises sociales. Et nous n'avons rien à prouver. Ce qui doit être extrêmement clair, c'est que le message de l'islam est fondamentalement celui-ci. Ifshus salam. Répandez la paix et nous devons être des agents de pacification. Et en tant qu'agents de pacification, au moment où nous transmettons aux familles des deux enfants nos invocations et nos prières, au moment où ils pleurent des morts qui sont innocents, qui sont les victimes d'un incident complètement futile, sur la base d'un regard, et qui a provoqué la mort, et qu'on demande à Dieu et qu'on demande à Allah d'accueillir ces deux enfants, ces deux adolescents qui restent des enfants et de les accueillir dans sa miséricorde. Nous pensons aussi à ceux qui sont en prison aujourd'hui, non pas pour les excuser, parce que ce qu'ils ont fait doit être jugé et condamné, mais parce que ce que nous savons aussi, c'est que les parents de ces enfants doivent pleurer leurs enfants en prison, doivent pleurer leurs enfants qui vont passer maintenant des années en prison, dont un d'ailleurs venait de sortir de prison. Alors, plutôt que de s'asseoir et de saluer les innocents
et de condamner les coupables, il faut qu'en tant que citoyens, nous nous levions tous au nom de ce que sont les valeurs de la France pour déterminer aussi nos responsabilités à nous qui sommes vivants dans cette société. Et que nous, aujourd'hui, nous disions clairement que l'islam est une religion française et que les valeurs de l'islam font des citoyens français de confession musulmane des êtres dignes, des êtres respectables et une chance pour la France. Que nous disions de la même façon qu'autant que nous n'acceptons pas la violence et que nous devons nous lever en face de ceux qui tuent, qui sont violents, qui répandent la mort, qui répandent la drogue, qui répandent le mal-être social, autant nous disons que nous n'acceptons pas cela, que nous condamnons cela, autant nous disons avec la même force que la France aujourd'hui a besoin que ses politiciens ne viennent pas dans les banlieues les soirs de crise, mais qu'ils pensent la banlieue et la justice sociale tous les jours de leur semaine. Quand dans des banlieues aujourd'hui, le niveau scolaire est un des records d'instabilité et de non-efficacité, quand le chômage dans les cités est le double de ce qu'il est sur le plan national, quand vous sortez d'une cité et que vous ne savez pas, eu égard au nom que vous portez, à la couleur de votre peau ou à la religion que vous confessez, comment vous allez être reçu par la France, il faut dire que le discours qui est venu de cette mosquée, qui est un discours d'apaisement et de justice, doit être celui qui dit oui à la paix, avec la condition fondamentale que les politiciens travaillent pour la justice pour tous les citoyens. Ça veut dire que nous ne justifions absolument pas ce qu'ont fait ces jeunes. Il n'y a absolument aucune justification. Mais une fois qu'on a condamné, il faut chercher nos responsabilités à nous qui restons. Et que si nous ne voulons pas que demain ça recommence, ce n'est pas en restant assis et en disant « calmez les banlieues ». Non, c'est en disant au nouveau président de la République française, à son ministre de l'Intérieur, que ce n'est pas en envoyant la police dans les cités qu'on réglera le problème, que ce n'est pas en militarisant ou en stigmatisant une population qu'on réglera le problème. Le problème, il est très profond, il est en amont. Nous avons besoin d'une politique sociale, nous avons besoin d'une politique de l'emploi, nous avons besoin d'une politique urbaine. Et en amont de toutes ces politiques, un discours extrêmement clair. Il ne s'agit pas de stigmatiser le Front National et sans le Front National dire la même chose que le Front National. Il faut refuser les thèses du Front National avec ou sans le Front National. Le problème de la victoire aujourd'hui en termes politiques, c'est que le Front National a réussi à faire en sorte que ce qu'il était le seul à dire hier soit dit pratiquement par tous les partis classiques aujourd'hui. Et que ce que nous avons à dire en amont, c'est que ce que nous attendons des politiques, en saluant leur réaction digne au moment où ça s'est passé ici, eh bien de leur dire aujourd'hui ce dont la France a besoin, ça n'est pas de pleurer uniquement des morts, mais si nous avons la dignité de leur sort, c'est de développer des politiques qui ne fassent pas que ça se reproduise demain. Ce sont des politiques dont j'ai parlé, et aujourd'hui c'est à vous qu'est ici. Non pas simplement de sortir et d'être dans la société française comme des citoyens qui vous excusez de ce que vous êtes, de votre visibilité, que vous le vouliez ou pas, quand vous regardez cette mosquée, quand je vois les femmes qui sont entrées, que vous vouliez ou pas, vous allez être visible dans cette société. Alors il y a certains qui vous disent on veut que vous soyez invisible. Il y en a certains qui ont envie d'une disparition des musulmanes et des musulmans sur le plan visible. Et moi, mon conseil à vous tous en tant que citoyens, c'est devenez visible avec la distinction de citoyens responsables. Vous connaissez vos devoirs citoyens et vous attendez de votre société qu'elle réponde à des nécessités immédiates et sur le long terme. Encore une fois, on veut que vous, en tant que parents, ou en tant qu'élève, ou en tant qu'étudiant, vous n'essayez pas de sortir dans la banlieue pour réussir dans un autre espace géographique en oubliant d'où vous venez.
c'est de vous battre pour qu'il y ait une justice sociale, c'est de vous battre pour qu'il y ait des écoles, c'est de vous battre pour qu'il y ait un encadrement social, qu'on arrête de considérer que ce n'est que par la gestion policière qu'on fait les citoyens dans les cités. Les citoyens dans les cités, ils se font comme partout ailleurs. Éducation, emploi et contribution. Donc c'est aussi votre responsabilité de le dire. Et faites attention, entre deux télévisions qui viennent vous voir dans les mosquées, pour savoir comment vous réagissez aux derniers événements des provocations dans les journaux, ou à la mort de certaines personnes. Entre les deux, vous disparaissez des écrans radars. À vous de faire en sorte d'apparaître, mais constructivement, avec une vision de votre présence sur ce que vous voulez en tant que citoyen. Faites parler de vous quand on n'a pas envie de parler de vous. Faites parler de vous de ce qu'il y a de bien qui apparaît de vous. Soyez présents, courageux. Aujourd'hui, c'est vous qui devez faire en sorte que les médias parlent de ce qui est produit par cette citoyenneté nouvelle qui constitue la France de demain. Attendez pas les prochaines crises. Nous avons nous-mêmes engrangé cette espèce de mécanique médiatique qui fait qu'on ne parle de nous que quand il y a un problème. Et que si on parle de nous que quand il y a un problème, eh ben c'est un problème. C'est le vrai problème. Le problème, c'est cette réalité-là. Donc c'est aussi à nous de se lever et de faire entendre une voix qui soit une voix de dignité. Parce que moi, j'ai vraiment, je veux dire, quand j'ai suivi tout ceci, je pensais à ces deux garçons, j'ai entendu même la famille, la dignité du propos qui a été tenu sur ce qui s'est passé, en appelant au calme. Puis en même temps, je me retourne et puis je vois ces enfants-là qui ont tué et qui ont... Mais qu'est-ce qu'il y a dans le cœur et dans l'esprit d'un enfant qui suit son frère parce que son frère a vu qu'on le regardait mal et qui va avec un couteau et qui va frapper? Qu'est-ce qu'il y a dans son être qui pose un problème? Alors on peut s'asseoir et condamner. Aujourd'hui, moi, ce qui m'intéresse, c'est je condamne l'acte, mais je ne veux pas condamner les êtres. Je ne condamne jamais un être. Parce que ça nous vient aussi de notre religion. Tu condamnes le meurtre, mais tu ne condamnes pas un être à n'être rien. Donc qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait pour faire en sorte que ceux qui suivent, eh bien, ils ne suivent pas ça? Qu'est-ce qu'on fait en termes d'éducation? Parce que certains, ils vous attendent là, ils disent « condamner ». Ok, je condamne l'acte, mais qu'est-ce que je fais avec les êtres? Qu'est-ce que je fais avec les cœurs? Qu'est-ce que je fais avec les parents de ces jeunes-là? Ils ont tout fait faux? Ils sont maudits? Je veux dire, quand on est venu nous dire, même sur l'affaire Mera, qu'il fallait condamner toute la famille. J'aurais honte d'être le père de ce garçon, on nous a dit. Mais on doit dire aux politiques, mais s'il vous plaît, vous condamnez l'acte, mais vous ne condamnez pas les gens comme ça. Parce qu'alors, s'il fallait condamner les gens pour ce qu'on fait en leur nom, eh bien, il y a certains politiciens français qui feraient mieux de se taire. Ils feraient vraiment mieux de se taire. Parce que pendant des années, ils ont été silencieux sur la mort et sur la torture. Eh bien, ils viennent de nous donner aujourd'hui des leçons. Donc nous, on ne veut pas de ça. Donc ce n'est pas de la vengeance, c'est de la dignité partagée. Je commence par ça pour vous dire que tout ce qui vient de se passer dans votre ville, ça touche toute la France. Soyez des agents, à partir de Grenoble, d'une conscience française qui, dans le malheur, essaye de voir qu'est-ce qu'on peut en tirer comme enseignement. Pas de se complaire dans le malheur, mais devenir des responsables de l'avenir, devenir des sujets de cet avenir-là, Inch'Allah. En disant cela, je suis ici et ce n'était pas le sujet, mais en même temps, vous allez voir que c'est connecté. Parce qu'on est en train de parler de dignité et de respect de la personne humaine et de la justice. Et qu'au fond, ce que je suis en train de dire ici, et puis ce que l'on dit, ce n'est pas simplement, encore une fois, ce n'est pas parce que Kevin, Soufiane étaient musulmans, c'est des êtres humains. C'est la dignité de l'être que l'on défend. Et que tous ces jeunes, qui soient musulmans ou qui soient athées ou agnostiques, qui sont des citoyens ou des résidents, même des gens qui sont des immigrés qui n'ont pas le passeport, on ne les traite pas n'importe comment. Je veux dire, je viens d'un pays là, moi je vis en Angleterre, on a accepté d'envoyer 2 jeunes qui n'ont même pas passé un procès. Ils ont fait 6 ans de prison en Angleterre sans procès. On les envoie aux États-Unis et vous savez aujourd'hui ce que c'est aux États-Unis que la prison, c'est 24 heures sur 24 en isolement complet et sans qu'il y ait de lumière qui soit éteinte. Vous parlez à personne, 24 heures. On ne sait même pas s'il est coupable et il est déjà en prison dans des conditions qui sont inhumaines. Ça s'appelle comment ça? En matière psychologique, ça s'appelle de la torture. Bien sûr, on ne touche pas ton... Mais c'est de la torture.
C'est de la torture. Et à partir d'un certain moment, on accepte ceci. Nous, si on est des citoyens, on n'est pas tout seul. Hein. J'aimerais vous dire une chose, il y a énormément d'Européens, énormément de gens qui ne seront pas dans cette mosquée, mais qui sont d'accord avec nous. Nous devons avoir une parole de justice. Et quand on parle de Gaza, ou quand on parle de la Cisjordanie, quand on parle de la Palestine, aujourd'hui, les conditions de vie de cette population sont indignes. C'est-à-dire qu'ils sont considérés comme des sous-humains. Et que c'est, à partir d'un certain moment, notre voix qui doit s'élever. Donc vous comprenez bien que tout ce que je suis en train de dire, dans le fond, il commence par ceci. Est-ce que vous avez entendu du fond des âges? Est-ce que vous avez entendu, comme le discours qui traverse toutes les spiritualités, de ceux qui ont précédé les monothéismes en matière de la révélation qui vient avec Moussa alayhi salam, Moïse, puis Isa alayhi salam, Jésus, puis le prophète alayhi salam, Muhammad alayhi salam, ces éléments-là qui sont dans l'hindouisme, dans le bouddhisme, et qui vous disent du fond des âges ce que répète le Coran et nous le dit avec force, c'est-à-dire levez-vous pour la dignité des hommes. Levez-vous pour la dignité des hommes. Et d'ailleurs, à votre propre dignité. Parce qu'il y en a certains ici, ils se lèvent non pas seulement pour la dignité des Palestiniens, mais ils ne se lèvent même pas pour leur dignité. Il y en a certains qui ont accepté parmi vous, ici, dans cette mosquée, d'être traités indignement. Attendez, moi, si on me dit, pour que tu sois comme moi, un bon citoyen, tu enlèves ta religion, tu enlèves ton vêtement, tu enlèves... Je dis, mais c'est de la dignité, ça? C'est pas de la dignité, vous me demandez d'être indigne. C'est comme si vous allez vers un noir à l'époque de la traite d'esclaves et on lui dit, toi, pour que tu sois digne, t'enlèves ta couleur. Ce qui est impossible et qui est de l'indigne. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont traités, et parmi les Arabes aujourd'hui, qui sont tués, parmi les Afghans, parmi les Irakiens, parmi les Palestiniens,